Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans la fabrique des images. Aujourd'hui, nous allons questionner le métier de photojournaliste qui repose entièrement sur la précarité sans qu'on n'y prête plus attention, comme si c'était normal. Deux événements nous y encouragent. La sortie du film Camille, en salle depuis la mi-octobre, un vibrant hommage à la photographe française Camille Lepage. Le second événement, c'est la sortie de ce rapport, Crise du photojournalisme et santé des photographes, qui est tombé en septembre et qui là est passé totalement inaperçu, sinon aux oubliettes. Il questionne une précarisation galopante dans le métier et il met en lumière des conditions de travail particulièrement difficiles qui impactent la santé. On en débat avec nos deux invités. Marie-Vonne Lepage, bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère de Camille Lepage, cette brillante photographe tombée en embuscade le 12 mai 2014 en Centrafrique, alors qu'elle documentait ce pays qui est un terrain de guerre depuis de longues années et un terrain de conflits ethniques et religieux. Vous avez créé l'association Camille Lepage, On est ensemble, qui se mobilise notamment contre la précarité du métier. Vous aidez les jeunes photoreporters indépendants, notamment à partir pour faire en sorte de rendre le moins difficile leurs conditions précaires et dangereuses. Un prix porte également le nom de Camille Lepage au Festival de photojournalisme Visa pour l'image, qui est la mecque du photojournalisme à Perpignan. Irène Jonas, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, sociologue, et vous êtes l'auteur de ce rapport dont personne n'a parlé, ou très peu. Vous racontez à travers ce rapport combien les conditions de l'exercice de ce métier se dégradent. Vous avez interviewé plusieurs photographes, des 25. Jeunes, 25, des jeunes qui découvrent le métier, des vétérans qui ont vu la profession se dégrader au fil du temps. C'est un peu un livre noir du métier aujourd'hui en France. À mes côtés pour conduire ce débat, Sophie Dufaux, bonjour. Ma collègue, bonjour Sophie, qui s'occupe de la photo à Mediapart en particulier. Commençons par ceci. Vous êtes étudiante tous? Oui. Et toi, tu es journaliste? Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans. 25 ans? T'as pas peur? Non. Continue, t'arrêtes pas. C'est la presse, ça va. C'est la presse. La Centrafrique retient son souffle. 13 personnes sont mortes il y a 3 jours au nord de la capitale. Les Sélékas sont passés porte par porte, ils ont tué mon voisin, ils sont entrés chez moi. Tu rencontres pas les gens. T'es d'un côté d'objectif et puis eux ils sont de l'autre. Tu peux pas te mettre à leur place, c'est impossible. Je sais pas. Ici là, vous n'êtes pas chez vous. Vous, c'est qui? Vous, c'est moi? Tu te crois meilleur que les autres? Tu viens, tu prends et tu pars. Camille, t'es une grande photographe. Il faut te protéger maintenant. Tu étais venu faire quoi ici? Je cherchais un ami qui s'appelle Cyril. Oh, madame, tu te fous de moi? Non, je voulais pas vous dire. T'es sûr que tu veux aller? Tu veux venir avec nous? Je suis sûre. C'est la bande-annonce du film Camille de Boris Lojkine, qui est en salle donc, depuis la mi-octobre, comme je le disais en introduction. Tu as 25 ans et tu n'as pas peur, à l'image de cet étudiant centrafricain qui interpelle Camille, qui est ici magistralement incarné par l'actrice Nina Meurice. Camille brille par son talent, sa détermination et son courage. Elle est morte pour témoigner. Elle disait qu'il n'y avait pas de pays damné. Comment vous avez, Marie-Vonne, accueilli ce film sur votre fille? Ça a commencé par une rencontre avec Boris Lojkine qui nous a fait part de cette folle envie qu'il avait de réaliser un film fiction sur Camille, sur une partie de sa vie professionnelle, notamment en Centrafrique. Donc il nous a expliqué et on a réfléchi un peu quand même, avec Adrien, son frère, et Guy, son père, et on a accepté parce que Boris on a senti qu'on était en confiance avec lui, qu'il allait respecter Camille, qu'il allait nous respecter en tant que famille, et que c'était quelqu'un de bien, que sûrement il ferait un beau film. À la projection
du film, vous en êtes ressorti Bouleversée. profondément bouleversée. Bouleversée, surtout la première fois. Maintenant, je l'ai vu 4 fois, mais la première fois, je n'ai pas vu grand-chose en fait du film parce que c'était trop prenant, trop douloureux. Je trouve que c'est un très beau film en hommage à Camille, mais aussi sur le photojournalisme. Et puis sur la Centrafrique et les Centrafricains, parce que Camille vivait avec eux. Donc c'est vraiment un très beau film. Et Nina, elle incarne parfaitement bien Camille, avec tout son talent, sa force, sa sensibilité. Vous, Irène, vous avez vu ce film après avoir rédigé ce rapport sur le photojournalisme. Comment vous l'avez accueilli, vous ? Bon, je l'ai trouvé d'abord très émouvant. Ensuite, j'en ai plutôt une lecture un peu sociologique, ce qui fait qu'il y a des scènes qui m'ont marqué plus que d'autres. Il y a cette scène où Camille arrive avec ses 4 journalistes vétérans, hommes, et je me suis dit, waouh, ça doit être difficile pour une jeune femme à la fois de sentir qu'elle n'est pas vraiment la bienvenue, en même temps, elle est quand même dans ce film un peu utilisée à partir du moment où elle a, je ne sais pas si on peut appeler ça des fixeurs, mais en tout cas, elle a des amis qui des très bons contacts. Voilà. Et puis l'autre chose, alors c'est aussi un peu au niveau des hommes et des femmes, c'est-à-dire que dans ce film, on fait apparaître finalement Camille comme quelqu'un d'affectif, qui aime ce pays. Et je me disais, si ça avait été un homme, est-ce qu'on ne l'aurait pas fait apparaître comme quelqu'un qui voulait se spécialiser sur un pays ? C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une dimension très affective, alors qui existe. Ça ne retire absolument rien au fait que l'affectif existe et qu'il est important. Mais du coup, quand on veut l'envoyer ailleurs, il y a un espèce de côté où, en Ukraine, je crois, c'est à ce moment-là qu'on veut l'envoyer. On pourrait aussi supposer que simplement elle a envie de se spécialiser professionnellement sur ce pays. Et ce n'est jamais exprimé en termes de spécialisation, c'est exprimé juste en termes d'affectif. Diriez-vous, malgré elle, malgré vous, malgré nous, quel est le symbole de cette profession, de ceux qui partent comme ça dans des zones de conflit dangereuses, sans assurance, sans soutien de rédaction derrière ? Certainement parce qu'il y en a beaucoup comme elle. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez fait ce prix d'ailleurs, pour permettre à des gens d'avoir un minimum d'assurance. La vraie question aujourd'hui, parce que on peut supposer que des jeunes partent de cette manière-là au début, dans l'espoir, à un moment donné, d'arriver à autre chose, c'est-à-dire d'avoir une carrière qui s'assoit à peu près, des commandes, une assurance, des revenus plus réguliers. Le problème aujourd'hui, c'est que pour les jeunes qui survivent et qui continuent dans ce métier, qu'est-ce qui se passera quand ils auront 40 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans ? Parce que la sûreté, enfin, en tout cas la reconnaissance et un emploi à peu près assuré n'existent plus dans la presse aujourd'hui. Marie-Vonne, vous, cette précarité, vous la connaissiez quand Camille était en Centrafrique, vous saviez sur quoi ça reposait ? Oui, bien sûr, parce que d'abord, je pense que quand on est jeune, enfin, vous le savez bien, quand un jeune veut démarrer dans le photojournalisme sur un terrain de conflit, même ailleurs, il ne part pas avec un CDI, ou même pas en commande. Il part en freelance, et puis à lui d'assurer ses frais, ses projets de reportage, de les envoyer à des agences ou des médias, et puis essayer d'en vendre quelques photos. Donc cette précarité, bien évidemment. Je fais juste une parenthèse, Camille avait une assurance. Une assurance, Dieu merci d'ailleurs, parce qu'elle a bien servi. Mais par contre, c'est moi qui l'ai fait, parce que Camille, quand j'en ai parlé à l'époque, elle était encore au Sud-Soudan, parce qu'elle a fait avant le Soudan, Sud-Soudan. Je lui ai dit, mais Camille, c'est pas possible, quoi, t'es pas couverte. Elle me dit, oui, mais enfin, on est tous comme ça, on n'a pas les moyens de se payer une assurance. Ben, je dis, ok, mais moi je vais faire le nécessaire. Ça n'a pas été simple de trouver des assurances qui couvrent des pays en conflit, notamment, parce que souvent il y a des exclusions. Et pour moi, ça me paraissait essentiel. Mais c'est vrai que souvent, ils n'ont pas les moyens. Moi, ce que je me disais quand vous parlez de précarité, du travail et tout ça, et du fait que
les journaux ne suivent plus les... Je me disais, en fait, plus que les journaux, vous avez parlé des agences. Je crois que c'est la disparition des agences plus que des journaux qui ont accentué la précarité du métier, parce qu'on le voit aujourd'hui, les photographes, ils font le métier que faisaient les agences, à savoir, ils envoient leur sujet à tous les journaux en disant qui le veut. Alors qu'autrefois, enfin, je parle d'un temps, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, on avait une agence qui s'occupait de, tiens, ça c'est plutôt un sujet pour Paris Match, ça c'est plutôt, on va vendre une image à elle ou n'importe où, et c'est eux qui faisaient en fait ce dispatching qu'aujourd'hui les jeunes photographes sont censés faire, mais alors là sans avoir aucune notion de la façon de présenter un sujet, de la façon de rentrer en contact, bon, le fait que, genre, je leur dis parfois moi aux jeunes photographes, vous savez, si on répond pas tout de suite, c'est que la réponse elle est pas simple. Si c'est oui ou non, ça va très vite sur un mail. Si c'est pas simple, il nous faut un peu de temps, donc c'est pas la peine de renvoyer un mail le lendemain. Mais c'est tout ça qui est très compliqué en fait, parce que ce que vous dites est très juste, la précarité et tout, mais la précarité est liée aussi à toute la révolution technologique de la presse. C'est pas simplement un dédain de la dérédaction contre les photographes. Je pense que c'est une évolution du métier qui est beaucoup plus, qui bouleverse tout. Hein. Mais là, vous abordez aussi tout ce qui est la multiplicité des tâches, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui. Le photographe ne fait pas que photographier, il passe un temps infini en post-production derrière son ordinateur, d'où d'ailleurs des nouveaux problèmes de santé. Il doit effectivement savoir à qui s'adresser, à qui vendre son reportage, il doit organiser tout en amont. Et généralement, moi en tout cas, les jeunes que j'ai rencontrés sont souvent pris par l'urgence, c'est-à-dire qu'ils préparent 4 reportages en un quand ils partent 15 jours. Donc ça veut dire extrêmement bien préparer les choses. Et tous ceux qui ont eu des problèmes en reportage, souvent m'ont dit c'est parce qu'on a été dans l'urgence, on n'a pas pu tout bien caler. Et c'est là que le pépin arrive généralement, la fois où on est moins vigilant et on assure moins ses arrières. Mais les multitâches, maintenant, enfin c'est le cas de beaucoup de salariés aussi, qui sont amenés à faire un travail sur ordinateur en plus de ce qu'ils faisaient avant, qui était avant réalisé par d'autres gens. Mais c'est vrai que ça met les photographes dans une situation terrible parce que est-ce qu'on est capable de faire de bonnes photos, de bien préparer un départ, de faire un bon editing, de savoir comment préparer un reportage pour tel journal et être capable de le faire. Et puis surtout en termes de temps, c'est chronophage. Qu'est-ce qui avait décidé Camille de se lancer dans cette profession? Elle connaissait la précarité, elle connaissait... Non, elle n'était pas consciente à ce moment-là, parce que dès le lycée, elle voulait déjà être journaliste, mais plutôt écrit. Donc elle a fait des études de journalisme en Angleterre. Et dans ses études, elle a fait 1 an d'Erasmus qu'elle a fait en Pays-Bas et Danemark. Elle s'est orientée vers le photojournalisme. Et elle trouvait qu'elle allait plus progresser. D'abord, elle s'est passionnée pour la photo. Elle le faisait déjà, bien sûr, avant, mais... pour la photo, pour l'indépendance justement, parce que dans un cadre d'un stage, ils avaient à partir avec leur sac à dos, appareil photo, et de faire des reportages. Et elle s'est dit qu'elle progresserait plus dans la photo que dans l'écrit. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment une progression dans son orientation vers le photojournalisme. On le voit dans le film d'ailleurs, puisque Boris Lojkine filme comme si on était derrière l'objectif de Camille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit son regard s'affûter au fil du temps qu'elle passe sur place. Sa photo est différente. Et il y a une scène, moi, qui m'a marquée, c'est qu'à un moment donné, avant justement de partir à son retour du Soudan du Sud, et alors qu'elle projette de partir en Centrafrique, elle va au festival de Visa pour l'image, dans l'espoir de faire des contacts. Et elle rencontre comme ça un vétéran d'une rédaction qui finit par accepter qu'elle lui montre ses images, etc. Et tandis qu'elle lui raconte une situation de conflit, de souffrance, tandis qu'elle met l'humanité en image, il l'interrompt pour lui dire « Mais en fait, quel est ton style ? On ne voit pas, là, tes images, il y a de bonnes images, mais est-ce que c'est le portrait ? Est-ce que c'est l'action ? Quel est ton style ? Définis d'abord ton style. » Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça raconte aussi... c'est assez violent aussi, ce monde-là, quand on est jeune, quand on a 25 ans, quand on a l'idéalisme chevillé au corps. Est-ce que vous l'avez beaucoup ressenti dans le rapport? Et vous, Marie-Vonne, également, dans les nombreuses rencontres que vous faites depuis maintenant 5 ans avec des jeunes photographes?
Oui, alors il ne faut pas oublier quand même que c'est un film aussi fiction. Hein. Mais c'est vrai que là, dans cette séquence, par exemple, où elle rencontre un journaliste du New York Times, donc qui est quand même plus âgé, etc., et qu'elle est là encore à revenir des monts du sud Kordofan, dans les monts Nouba, au Soudan, à la frontière, elle débute dans le métier. Donc, je pense que c'est peut-être violent pour elle d'entendre ce qu'il lui dit, mais d'un autre côté, elle, c'est important d'avoir des vrais conseils, hein, on l'alerte sur quelque chose, en disant tu feras ton editing quand tu auras bien défini ce que tu veux faire comme reportage. C'est après ton editing viendra. Donc c'est le frère de Camille, il dit une expression que j'aime beaucoup. Il dit Camille c'était un peu comme une éponge. C'est-à-dire tout ce qu'elle pouvait lui apporter de conseils, de choses comme ça, ou d'informations sur la vie de ces pays au niveau géopolitique ou autre, elle le prenait. Et c'est aussi comme ça qu'elle a progressé. C'est pas buter en disant c'est moi qui sais et tout ce que je fais c'est bien. Non, elle savait qu'elle avait des marges de progression énormes. Quand on débute, on débute quoi. Yael? Mais en fait, moi j'ai trouvé que c'était la population pour laquelle c'était le plus difficile, c'était des photojournalistes qui ne sont pas encore à la retraite et qui ne savent pas comment ils vont terminer ces années avant la retraite. Les jeunes, moi j'étais très étonnée à quel point ils ont intégré que d'abord ils ne seraient peut-être pas photojournalistes toute leur vie, que de toute façon ils devaient faire soit un autre métier à côté dans la photographie, soit carrément un autre métier à côté pour financer leur départ. Mais un peu comme je dirais, les jeunes disent oh ben nous la retraite on ne connaîtra pas. Et eux ont un peu ce rapport-là qui est et donc ils mettent en place des stratégies. Alors au niveau de la santé c'était flagrant sur finalement comment rester en forme, comment être en forme. Alors bon, moi je trouve que c'est très dangereux parce que ça va beaucoup avec toute la logique néolibérale qui est que chacun est responsable de sa santé, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne devrait pas se passer comme ça en tout cas, mais eux, donc ils mettent en place du yoga pour quand ils rentrent de reportage. Il y a cette scène, effectivement, où on voit Camille qui est en boîte de nuit, qui relâche en venant de reportage et qui est en souffrance, clairement, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu et du retour. Le retour est quelque chose de difficile. Donc ils essayent de composer, mais il y a des vétérans qui racontaient comment, quand ils rentraient chez eux, après des reportages, ils criaient pour un oui, pour un non sur leur gamin, qu'aujourd'hui ils regrettent, mais ils s'aperçoivent bien que pour eux aussi c'était extrêmement difficile. À part que les jeunes semblent avoir intégré que voilà, que ça c'était difficile, ça de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse comme ça. Donc voilà, ils intègrent une situation nouvelle. Là où je suis un peu plus rêveuse, c'est sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils partent quand même dans une logique qu'à un moment donné, ça va peut-être s'arranger. Et là, je pense que c'est pas gagné. On va continuer à entrer dans le vif du rapport, mais ce que je vous propose avant, c'est peut-être déjà de revenir sur les conditions de réalisation de ce rapport. Déjà, comment en êtes-vous venu à faire cette enquête? Qui vous l'a commandé? Alors, la demande venait de la SAIF et de la SCAM, des sociétés d'auteurs qui avaient déjà réfléchi sur la précarité des photographes et qui là souhaitaient aborder la chose sous l'angle de la santé. Donc il y a eu 2 études qui ont été menées parallèlement. Une étude quantitative réalisée par le CEREC à Marseille sur effectivement la fréquentation des médecins, voilà, qui était très chiffrée. Et de mon côté, 25 entretiens avec, en faisant attention qu'il y ait l'ensemble des âges qui soient représentés et des sexes, il n'y en a que 2, donc des hommes et des femmes. Sachant qu'évidemment, c'était plus difficile de trouver des femmes photojournalistes dans la génération des soixantenaires qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de femmes qui... Et recueillir leurs paroles a été facile? Alors, ce sont des entretiens qui duraient entre 1h30 et 2h, donc des très longs entretiens. J'ai été extrêmement vigilante à ce que ce soit totalement anonyme. Et ça, c'est révélateur, c'est-à-dire que les gens avaient extrêmement peur qu'on puisse les reconnaître, pour certains, parce que
parler de ses soucis de santé, voire de maladie, alors qu'on n'a pas prévenu les rédactions, parce qu'on sait que si on prévient les rédactions, on risque de ne pas être envoyé pour des piges, eh bien on se tait, on ne dit rien. Et donc j'ai fait très très attention. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait très peu de portraits et que j'ai choisi d'utiliser ce qu'on appelle des verbatims en sociologie, des extraits d'entretien, pour plutôt illustrer une idée chaque fois en prenant plusieurs verbatims de manière à ce que les gens ne puissent pas être reconnus. Arrêtons-nous sur quelques-uns des points saillants de son rapport. Déjà, le premier, c'est le casse-tête des statuts. Si on est salarié, c'est heureux, mais si on est auto-entrepreneur, ça ne l'est absolument pas. C'est un statut qui renforce la précarité. Pigiste, entrepreneur, auteur, voilà, c'est un petit peu la jungle des statuts. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, pour les photojournalistes, il y avait un statut qui était très bien, qui était le statut de pigiste, qui relève donc du régime salarial, avec le petit inconvénient quand même que quand c'est le cas comme aujourd'hui, on pige pour beaucoup de journaux. Le jour où on a besoin d'un arrêt maladie, c'est une catastrophe parce qu'il faudra aller voir chaque journal séparément pour arriver à mettre ça au point. Donc il y en a beaucoup qui renoncent à faire ça. Le statut d'auteur, c'est une catastrophe, particulièrement pour les femmes et pour les grossesses, par exemple. Et puis après, pour des blessures. C'est pas de couverture sociale. Et puis, il y a un jeu de renvoi absolument terrible. Enfin, en tout cas, pour les grossesses, quand je vois des jeunes femmes qui me disent « Moi, j'ai été obligée de faire un bébé CDI parce que sinon, j'avais pas de congé maternité en étant à la GESA. » Ça veut dire déjà qu'elles mettent en parenthèse leur carrière pendant 1 an, voire un peu plus. Et celles qui ne l'ont pas fait se retrouvent sans congé maternité, ce qui veut dire que soit c'est le conjoint qui peut assurer, soit elles sont dans des situations de précarité extrêmement graves. L'étude du CEREC montre donc sur 1000 personnes qu'ils ont contactées, les décalages de revenus médians sont de 1 000 € pour les femmes par mois et 1 400 € pour les hommes. Donc c'est déjà des salaires, enfin des revenus qui sont assez terrifiants. Mais bon, il y a quand même 400 € de différence entre les photojournalistes femmes et les photojournalistes. Si je peux rajouter, c'est qu'un salaire médian. Donc ça veut dire qu'il y en a qui gagnent quand même beaucoup plus. Il y en a qui gagnent vraiment pas grand-chose. Voilà. Mais on sait qu'ils sont de moins en moins nombreux à gagner un SMIC, à réussir à dégager ne serait-ce qu'un SMIC à la fin du mois. Non, je pense que c'est un métier en plus qui, alors, moi, en lisant le rapport, je me disais, quand on lit les paroles des jeunes, on se dit c'est vraiment un métier rêvé. Alors, c'est pas qu'un métier passion, c'est aussi un métier rêvé. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en lisant, qu'ils savent pas trop où ils mettent les pieds. Ils ont envie de faire ça, comme on peut en voir dans les films ou quoi que ce soit, mais ils n'ont aucune notion de justement les statuts, et on verra ça plus tard. Et donc ça, c'est grosso modo beaucoup de. Je pense qu'on pourrait sur des métiers de comédien, de chanteur et tout. C'est tout le problème des métiers indépendants. Alors, sauf que là, la différence, c'est la prise de risque qu'il peut y avoir chez les photojournalistes. C'est là où il y a une grande différence avec tous les métiers d'artistes, parce que finalement, quand on demande à être auteur, quand on demande aux photographes d'être auteur, c'est qu'on les range dans la catégorie des artistes. Donc il y a la prise de risque qui fait vraiment la différence. C'est qu'on les range dans la case des artistes, mais c'est aussi qu'à un moment donné, ça a arrangé, les journaux de payer en AGSA plutôt que de payer en pige. Non, mais je veux dire, quand on les range, c'est une façon de... Et puis, c'est pas de charge. Oui, pas de charge, bien sûr. Et ça, on le voit bien, en effet, toutes les stratégies adoptées pour contourner des législations. D'être auto-entrepreneur, il y a une raison. Et la retraite, alors là, la retraite, c'est catastrophique. Oui, alors avant d'y venir, moi, je voulais voir, il y a un autre passage qui m'a marqué, c'est comment on renonce aux soins, comment on renonce, ou en tout cas on fait en sorte de se mettre en situation de non-recours aux soins en cas de pépin de santé, parce que souvent on a peur d'être rayé de la liste des photographes disponibles. Et donc là, ça pose, donc non seulement pas de couverture sociale, pas de chômage, pas de retraite, pas de congés payés, mais aussi cette mise en danger finalement de la santé qui peut ne pas se révéler comme elle peut très bien se révéler au fur et à mesure de la carrière. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Oui, c'était moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. On sait que d'une manière générale, les indépendants disent qu'ils sont jamais malades.
Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est inscrit dans tout le travail indépendant. Là, ce qui m'a frappée, c'est un exemple tout bête, c'est par exemple les soins des dents. Bon, on sait que les soins dentaires sont extrêmement chers. Et un journaliste me disait, c'est pas compliqué, vous avez des bonnes dents, vous pouvez aller à un vernissage, vous pouvez rencontrer les confrères, vous pouvez parler. À partir du moment où vous avez de mauvaises dents, à moins de mettre la main devant la bouche, vous pouvez plus sourire, vous pouvez plus parler. Ça veut dire que tout le travail de représentation dont on a extrêmement besoin, ça fait partie du travail de photographe, d'être vu, de voir, de discuter avec des gens, de rencontrer d'autres gens, de se rappeler au monde qu'on est là. À partir du moment où ils ne peuvent plus le faire parce que physiquement ils se sentent diminués, c'est une catastrophe. Et puis sans parler de la douleur des dents mal soignées. Donc il y a des espèces de réseaux, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a des dentistes qui acceptent de faire des soins. Tarif convention. Voilà, tarif convention. Et donc ce sont des noms qui circulent, et tout comme pour les lunettes, il y a un nom que je ne citerai pas puisqu'on ne fait pas faire de pub, mais qui circule. J'étais frappée, tous les photographes pratiquement m'en ont parlé, parce que les paires de lunettes sont extrêmement peu chères, et que donc ça permet, parce que les yeux aussi maintenant sont extrêmement fragilisés par les écrans. Donc il y a besoin de lunettes, et la vue pour un photographe, ça reste vital. Ce que je lisais aussi dans le rapport, et je voulais en parler avec vous, Marie-Vonne, c'est l'investissement, mais matériel, que les photographes doivent assurer, leurs appareils photo, leur ordinateur, alors on ne parle pas des billets d'avion, quoi que ce soit. Comment ça se passait vous-même avec... Je veux dire que c'était un petit peu particulier, Camille, parce qu'en fait... on a payé les études à Adrien et après à Camille, et que quand Camille a voulu partir, qu'on a compris quel était son engagement de partir dans ces pays en conflit, pas médiatisé, je dis on va continuer à t'aider un peu financièrement pour que tu puisses passer le cap. Ce qui fait qu'elle n'a pas eu besoin d'avoir notamment un deuxième ou troisième petit boulot pour se permettre de se payer son voyage à Djouba ou au Caire. Mais c'est compliqué parce que les équipements, non seulement ça se casse, ça se vole, faut évoluer. Moi, je sais qu'un jour, on m'a dit pour Noël, tu veux quoi? Tu sais, maman, pour Noël, je veux bien, je sais pas quoi, je ne vais pas dire de nom, mais machin, 5 Mac ou 3 Mac. Tel boîtier. Voilà, tel boîtier ou un tel objectif. En plus, je me dis, attends, t'as déjà 3 appareils, donc objectif, j'en ai vu plein passer. Je dis, oui, mais enfin, de toute façon, si je veux faire des bons reportages, il me faut cet appareil-là. Et donc, tout appareil est très cher, tout boîtier est cher, les objectifs sont très chers. Et ça s'use beaucoup. Alors, c'est vrai que Camille, elle était dans des pays en conflit, donc elle dormait n'importe où, mangeait n'importe quoi, enfin bon. Donc, ça prend la poussière, et puis ça s'abîme, et puis de temps en temps, c'est volé. Quand on vous vole un sac, j'en entends régulièrement dans les jeunes, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, je pense qu'il faut plus parler de photojournalistes, hommes et femmes d'ailleurs, et bien voilà, le sac est volé, il y a des objectifs, il y a un portable, il y a un Mac, il y a différentes choses qui représentent une somme d'argent importante. Il n'y a plus le visa, là, il n'y a plus le carnet de santé international, il n'y a plus rien, plus de carte bancaire. Donc il faut assurer tout ça. Donc c'est vrai que c'est des frais très importants et que au démarrage, il faut aider un peu, quoi. Oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, je reviens juste sur la question précédente, sur le problème de santé ou de soins. C'est vrai que le dentaire, l'optique, tout ça, ça coûte très cher. Et c'est aussi très important que les photojournalistes aussi se couvrent quand ils sont dans des pays en conflit. Alors, Camille s'est quand même attrapé le paludisme dans les Monts Nouba, elle était toute seule. C'est compliqué. Quand on revient à un moment donné pour se refaire des soins, pour etc., des contrôles et tout, il y a des frais très importants. Donc je ne vois pas comment on peut faire un photojournaliste s'il n'a pas une couverture sociale pour ses lunettes, ok, ses dents, ses soins, et en plus des personnes qui peuvent avoir des maladies graves ou des problèmes d'AVC ou de choses comme ça et qui plombent tout de suite.
On n'a pas les budgets. En plus, quand on est à l'étranger, il faut quand même avoir quelque chose, parce que sinon... Dans le rapport, d'ailleurs, on découvre qu'il y a les stratégies autour de la mutuelle. C'est-à-dire que tantôt, on prend une mutuelle, tantôt, on l'enlève parce qu'elle est trop coûteuse, à partir du moment où on se dit, bon, bah là, je ne vais pas courir de risques particuliers, voire on n'en prend pas du tout, même quand on court quelques risques. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces différentes stratégies? Alors en fait, la mutuelle et les jeunes, mais de toute date, c'est deux histoires très différentes. C'est-à-dire que les jeunes ne pensent pas à prendre une mutuelle, ou ont du mal. Donc à moins qu'on leur dise, à moins qu'on les pousse à ça, à part les mutuelles étudiantes, après ils ne prennent pas de mutuelle. Le problème de la mutuelle, très souvent, c'est que pour être bien couvert, elle coûte cher. Que donc c'est le premier, généralement, budget qu'on fait sauter quand on commence à être dans une situation précaire. Alors après, il y a toujours deux situations possibles. On est seul ou on a un conjoint ou une conjointe. Et puis ce conjoint ou cette conjointe, elle, est salariée et a une bonne mutuelle. Donc ça permet d'être sur la mutuelle du conjoint ou de la conjointe. Ce qui n'empêche pas des situations catastrophiques quand il y a divorce. Parce que c'est une chose qu'on perd avec le conjoint ou la conjointe, c'est la mutuelle, si c'est elle qui l'avait. Donc la mutuelle, non, je crois que c'est la dernière chose. Tant que c'est relativement simple, comme ça l'était quand on est pigiste, puisqu'il y avait cette mutuelle qui était extrêmement bien pour tout le monde, pour tous les pigistes. Là, ces mutuelles, non, les gens ne les prennent pas, peu ou pas. Moi, ce qui m'a frappé en lisant le rapport, mais je veux aussi avoir votre avis, c'est que les gens décrivent un métier d'une solitude, d'une concurrence, moi, j'ai été frappé qu'il n'y a pas un mot sur un syndicat dans les propos on a l'impression qu'ils sont vraiment tout seuls, et en plus, tout seuls et en concurrence les uns avec les autres. Vous avez vécu ça, vous-même, en tant que mère de Camille? Vous avez... Oui, mais sauf que Camille, elle ne se plaignait pas beaucoup. Par contre, elle a publié beaucoup à l'étranger, parce que comme elle était bilingue complètement, donc elle a publié beaucoup plus aux États-Unis ou en Angleterre. Mais c'est vrai que cette concurrence, je pense qu'on le voit un petit peu dans le film. Mais je ne sais pas si Camille, c'est le bon exemple, parce qu'elle, c'était vraiment... c'était une fille, quand même. Mais par contre, c'était quand même une battante. Et... elle n'avait pas peur d'enfoncer les portes, de décrocher son téléphone, d'aller voir les agences, les médias et tout, même à distance. Elle les bousculait, ce que certaines n'arrivent pas encore bien à faire. Elle savait faire ça. Ça ne l'inquiétait pas du tout. Donc c'est vrai que cet instant de solitude, elle les avait peut-être, mais quand vous êtes à l'étranger comme ça, vous avez comme des petits réseaux qui se créent, ou des amitiés, des fois très fortes, qui se créent sur un laps de temps très court. Que ce soit avec des locaux, que ce soit avec des photojournalistes locaux également, ou d'autres qui sont là pendant quelque temps. Et ils sont quand même pas toujours tous en rivalité. Ça peut se produire. On a l'exemple un petit peu d'une séquence dans le film, mais c'est aussi la réalité. Le problème peut-être plus de Camille, c'était quand même sa jeunesse, donc son manque d'expérience dans la profession, qui faisait qu'elle pouvait faire rigoler, quoi, en disant « attends, fais tes preuves », quoi, voilà. Mais, Parmi les solutions pour lutter contre cet isolement très fort qui revient, c'est soit dans un espace partagé, soit en montant un collectif. Ça revient... Oui, je l'ai plus remarqué chez des femmes, en fait, particulièrement quand il y a un groupe qui s'était constitué, qui faisait que quand il y en avait une qui partait à l'étranger sur des terrains assez risqués, il y avait un coup de téléphone tous les jours de manière à savoir si elle allait bien. Donc il y a des choses qui s'organisent informelles, mais c'est-à-dire que quand effectivement... alors sur la solitude, c'est évident, enfin beaucoup de photographes m'ont dit que le jour où ils n'ont plus été dans les rédactions et ils n'ont plus été dans les labos photos, leurs lieux de convivialité ont disparu. C'est là en fait où ils se rencontraient, c'est là où ils avaient des échanges, c'est là où ils pouvaient se sentir moins seuls. Donc ces lieux-là ont disparu. Donc il y a probablement d'autres lieux qui vont se recréer de manière informelle, mais on est toujours actuellement à pallier, on pallie de manière individuelle ou petit collectif,
des choses qui n'existent plus au niveau de la société. Et c'est extrêmement Je pense dur. que ces collectifs-là, l'intérêt justement, parce que j'en connais quelques-uns, et notamment un plus important, c'est que ça leur permet non seulement de se soutenir, mais en même temps de se conseiller les uns les autres, Oui. et d'une façon tout à fait naturelle, et là, il n'y a plus de concurrence. Et je trouve que, et garçons et filles, hein, Voilà. moi je ne fais pas de distinction entre le photojournalisme homme ou femme, je trouve que c'est plutôt le métier et la personne. Et je trouve que ces collectifs sont très très bien, parce qu'ils font en plus des fois des projets communs, donc ça relance un peu, et puis ils se soutiennent, ils se conseillent, ils sont ensemble, quoi. Ouais. Oui. Oui, il y a des choses, mais à la marge, en fait, qui sont en train qui sont très positives et qui sont en train d'apparaître. De toute façon, c'est tellement dur, je pense que... Internet, crise de la presse, on a évoqué tout à l'heure la problématique des agences, diminution de la place de la photo dans les journaux, la perte du monopole donc des agences de presse, et puis ce flux permanent d'images gratuites. Bon, il y a tout un tas de raisons qui nous ont conduits à cette situation-là qui se dégrade depuis 25 ans. En même temps, il n'y a jamais eu autant de candidats et de candidates au photojournalisme. Est-ce que, vous le dites dans votre introduction, mon métier, ma passion, ma souffrance, est-ce que finalement la souffrance doit aller de pair avec ce métier ? Non. Non. Enfin, et la pénibilité et la souffrance peuvent entrer dans un métier, peuvent faire partie du métier. Il y a toujours des moments où on s'ennuie dans un boulot, il y a toujours des moments qui sont plus douloureux que d'autres dans un boulot, c'est une chose. Le problème aujourd'hui, c'est que ça devient complètement pathologique, c'est-à-dire que les conditions de travail sont telles. Pour la petite histoire, j'ai remarqué que les choses avaient changé. Quand j'ai commencé comme sociologue, quand il y avait des problèmes dans une entreprise, qu'il y avait du malaise, on appelait des sociologues pour voir ce qu'on pouvait changer dans les conditions de travail. Quand il y a eu les suicides dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom, on a commencé à appeler les psychologues. Et là, je me suis dit, il y a un changement de société vraiment radical qui fait qu'on va voir comment on peut étayer les gens pour supporter des conditions de travail insupportables qu'on ne changera pas. Donc c'est la réalité dans le travail aujourd'hui et pas seulement dans le photojournalisme. Parce que même des photojournalistes qui ont une sécurité de l'emploi, qui sont salariés, disent que c'est extrêmement difficile. Et du coup, j'ai oublié ce que vous m'aviez demandé. Est-ce que la souffrance allait de pair avec ce métier ? Mais tant qu'elle n'est pas pathologique, elle n'est pas grave, cette souffrance. Elle peut être stimulante, elle peut faire avancer. Quand elle devient pathologique parce qu'on n'a pas de réponse, parce que le travail est dévalorisé, parce qu'il y a un déni de reconnaissance, enfin tout ce qui a pu être décrit dans la souffrance au travail aujourd'hui, là la souffrance devient dangereuse pour l'individu. C'est effectivement tout ce qu'on appelle les burn-out, les dépressions, et qui peuvent conduire jusqu'au suicide. Je peux me dire juste un mot, c'est que moi je mettrais vraiment la passion en premier sur ce métier. Parce que je pense que si on n'est pas passionné, on ne peut pas bien faire ce métier. Et après, la souffrance, on peut vivre avec ou pas, au fil des années. Et puis certaines circonstances font qu'il y a des souffrances terribles. Mais je pense que c'est d'abord la passion, c'est d'avoir un engagement, c'est d'avoir envie de témoigner par des photos, que ce soit, quel que soit l'endroit. En bout de course, tout témoignage, tout reportage est intéressant, de rapporter de cette information. Je pense que c'est ça qui porte... Enfin, je vais me tromper parce que vous êtes plus compétente que moi, mais je pense que c'est ça qui leur donne des ailes, quoi. Même pour... alors, je distingue quand même deux choses. Je distingue vraiment les journalistes qui sont dans des bureaux, voilà, qui travaillent, et c'est chacun... Il y a beaucoup de métiers, en fait, dans le journalisme, dans le photojournalisme. Et puis ceux qui sont sur le terrain, qui font des reportages terrain, tout simplement. Et je distinguerai encore une sous-catégorie, c'est entre si je peux me permettre, c'est entre le photojournaliste de news, qui va quelque part, quel que soit l'endroit, qui reste 2-3 jours, fait ce reportage, revient et repart 2 jours après ailleurs sur un sujet complètement différent, dans un pays complètement ailleurs. Voilà. Et puis le photojournaliste qui, lui, s'installe, vit avec les locaux et fait un travail au long cours. Pour moi, c'est des métiers
mais je peux vraiment me tromper. Mais pour moi, ce sont des métiers complètement différents. L'approche n'est pas la même. On parlait tout à l'heure de sensibilité, de relation aux autres, etc. Et là, il faut vraiment de la passion, vraiment profonde, ouais. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, tout à fait. Puis on le voit avec d'ailleurs le drame qu'on connaît, qui est que tant que la passion l'emporte sur la souffrance, tout va bien. Au moment où la souffrance commence à prendre le pas sur la passion, c'est là qu'il y a effectivement des problèmes de burn-out, de dépression ou de suicide. Oui. On sait que c'est autour de cet équilibre que ça se joue. Ah oui. Ce rapport, quelle est sa finalité? Au-delà de faire l'état des lieux, est-ce qu'il est destiné, est-ce qu'il a été envoyé dans les ministères, à la culture? Alors, écoutez, là aussi, moi, je ne l'ai pas envoyé directement. Donc, une fois que je l'ai remis à la SAIF et la SCAM, je pense que c'est un rapport qui va vivre sa vie. Je veux dire, déjà, moi, je suis très contente que vous le présentiez. Et tout doucement, j'ai eu... Finalement, les premiers retours que j'ai eus, ça a été des personnes avec qui j'avais fait les entretiens, à qui je l'ai envoyé dès qu'il a été publié. Et les retours ont été très chaleureux. Et pour moi, c'était déjà quelque chose d'extrêmement important. De ne pas trahir ce qu'ils avaient dit, de ne pas les avoir mis en danger, et d'avoir pu restituer à travers leurs témoignages une espèce de photographie globale de la santé des photojournalistes. Maintenant, je pense qu'il va circuler. Enfin, ça peut paraître étonnant. Moi, j'ai confiance dans le fait que... c'est pas prétentieux de dire ça, mais je le trouve bien, ce rapport. Et je me dis que du coup, il va vivre sa vie et qu'il va progressivement... Vous avez eu d'autres retours de la profession, à l'exception de ces photographes qui ont témoigné? Alors, il a été présenté à Visa pour l'image, mais la salle était pratiquement vide. Mais c'était pas par rapport au rapport. Je pense qu'il y avait une autre conférence qui a drainé le qui a drainé. Donc voilà. Et sinon, il y a dans le sud de la France, je sais qu'il va être repris par un club de la presse Occitanie, je crois que ça s'appelle. Et puis, je crois que Fichaille va faire quelque chose aussi dans son prochain numéro. Je pense que ça doit aussi, c'est évident qu'il doit circuler, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les clubs de la presse, parce qu'ils sont quand même... Et puis je pense dans les écoles de journalistes aussi, quel que soit le niveau de ces écoles, parce que c'est aussi un autre regard sur la profession. C'est pas pour dire, bah non, quand vous aurez lu ça, n'y allez pas, quoi, bah, faites autre chose. C'est pas ça, c'est important de s'ouvrir les yeux sur le métier. D'avoir une vigilance, voilà. Et puis de s'apercevoir vraiment que les temps ont changé. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec des rêves, mais que ces rêves, il faut aussi qu'ils s'ancrent dans la réalité actuelle, qui n'est plus du tout la même. Parce que les jeunes ont souvent cette image, moi j'en côtoie beaucoup, enfin pas mal quand je fais des expositions avec des classes, que j'explique une exposition de Camille, et ils ont les yeux qui brillent et tout, ils y voient déjà. Et c'est important pour les enseignants, tout ça, de les alerter aussi pour ça. C'est pas pour ça qu'il faut dire non, n'y allez pas. Mais il faut savoir que c'est pas... on part pas avec son appareil photo comme ça, clac, et puis voilà. Non. Comme et vous, foot, hein, en lisant ce rapport, il y a des choses que vous avez découvertes que vous ne connaissiez pas ce que j'ai surtout sur le métier. Ce que je ne connaissais pas, parce que Camille est quand même décédée jeune, elle avait 26 ans, c'est le problème des photojournalistes qui, à un certain âge, ou pas d'ailleurs, peuvent avoir une maladie grave, style un cancer, un AVC, et ça bouscule complètement leur vie. Et c'est compliqué, parce que je pense que c'est à un moment donné, sans doute, ils ne sont pas encore prêts à se remettre en question sur leur future carrière, enfin, leur avenir. Et tout d'un coup, ils doivent en prendre conscience. Et je trouve que ces témoignages sont très intéressants à ce niveau-là. Oui, par rapport à la prise de conscience, c'était très étonnant, parce que la phrase que j'ai le plus entendue, c'est finalement, tant qu'on n'a pas eu de pépin, on n'a pas conscience des choses. Et c'est effectivement la première alerte, qu'elle soit de l'ordre d'une sciatique, ou qu'elle soit de l'ordre d'un accident de vélo, ou qu'elle soit de l'ordre de, là, les flashballs pendant les manifestations des Gilets jaunes. C'est à ce moment-là, d'un seul coup, que les photographes prennent la mesure de l'importance de la santé et de ce qu'il faut faire comme précaution pour ne pas se retrouver dans une situation catastrophique.
Merci à toutes les deux. Merci Marie-Vonne Lepage. Je vous en prie. Merci. Je vais juste ajouter que finalement, cette étude m'a conduite à en faire une autre, qui est plus sur le parcours des femmes photographes, parce que je trouvais qu'il y avait quand même des choses qui apparaissaient dans ce rapport, et donc j'ai eu envie de travailler sur les parcours des femmes photographes. Voilà, vous nous l'enverrez aussitôt terminé pour qu'on en parle. Donc je mettrai en lien dans le corps de l'article le lien vers votre étude. Et puis bien sûr, Camille de Boris Lochkine est en salle depuis la mi-octobre. Allez-y, c'est un très beau film qui questionne non seulement le métier de photographe, la précarité, la passion qui l'accompagne, mais également le rapport de la France à l'Afrique, le rapport aux colonisateurs. Enfin, c'est vraiment un film très intéressant. Et merci Sophie. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de La Fabrique des images sur Mediapart.